Bienvenue au Eric Zone Podcast. Je suis en ce moment avec Bernard Crustin, qui est comédien, improvisateur, conteur et anthropologue. Oui, mais anthropologue non pratiquant, je tiens à le préciser. Quoique j'ai quand même fait des petits contrats par-ci par-là, là, mais c'est pas mon ressort principal actuel. C'est pas l'anthropologie, même si elle est toujours derrière. Veux pas, là, quand tu as été exposé à différentes cultures grâce aux cours et tout ça, tu as toujours ça dans ton bagage, je pense. Être conteur au Québec, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à beaucoup de diversité. C'est que tu n'as pas deux conteurs pareils, tu n'as pas deux conteuses pareilles, et il ne faut pas non plus. La problématique aussi, c'est que la référence, souvent, c'est Fred Pellerin. Sauf qu'il n'y a personne qui peut compter comme Fred, parce que pour compter comme Fred, il faut que tu sois né à Saint-Élie de Caxton. Fait que c'est culturel, il y a une influence de la famille, de la culture, oui, de l'histoire, tout à fait. Chaque région différente. Tout à fait. Puis, il y a plusieurs choses aussi, dans le sens que dans les familles, tu as toujours quelqu'un, quelque part, qui a de la facilité à raconter des histoires. Moi, c'était mon grand-père. Bon, tu vois, fait que les gens, avant les années 60, le conte est partout au Québec. Puis avec les années 60, avec la réforme, etc., du bouche-à-oreille vers la TV. Oui, mais surtout au niveau, mettons, le conte est sorti des écoles, puis etc., tu sais, fait que c'était plus... fait que c'est en même temps naturel, puis quelque chose qui a failli un peu disparaître. Et les gens le prennent un peu pour acquis aussi. Quand tu passes du cercle familial sur une scène, ben il y a quelque chose qui se passe. Fait que quelqu'un qui peut être très bon conteur dans sa famille, il n'est pas nécessairement sur scène. L'autre problématique du conte, c'est que comme Fred a quand même participé à la renaissance du conte au Québec, si on peut dire comme ça. Et la problématique, c'est que avec un public, donc des gens qui ne sont pas de ta famille, tu les connais pas à la base. Fait que si tu les connais pas, tu peux pas savoir qu'est-ce qu'ils aiment pas, etc., etc. Mais lui, dans le fond, quand il est arrivé, il est passé d'un format qui était comme un peu plus conservateur, puis là, il est arrivé, puis il a amené comme deux choses que je pensais tantôt, c'est... Dans le fond, il a amené un peu l'aspect humour. C'est sûr qu'il y a de l'humour, déjà à la base, un peu à quelque part. Le format est Non, c'est sûr que d'ailleurs, si tu parles à des conteurs plus traditionnels, on va les appeler comme ça, pour eux, Fred Pellerin, c'est pas un conteur. Puis je sais que je vais faire je sais que je vais peut-être faire bondir bien des gens, mais tu as des humoristes qui sont conteurs. Ouais. Jean-Marc Parent, je regrette, mais il y a du conteur dans lui. Michel Barrette, il y a du conteur aussi. C'est sûr que leur but n'est pas pareil. Mais je pense qu'on vit aussi dans une société où on a tellement de mauvaises nouvelles à gauche, à droite, qu'à un moment donné, les gens, c'est comme si les gens ne voulaient plus avoir des belles histoires qui ne sont pas nécessairement drôles. Puis tu as tout l'effet Walt Disney aussi, puis tu as tout l'effet que les contes, c'est pour les enfants. Lui, il a essayé de rejoindre un public plus vaste avec son approche qui était un peu plus humoristique. C'est ça. Puis elle est très, très poétique, son approche aussi. C'est-à-dire qu'à partir de la langue particulière que les gens parlent à Saint-Élie, l'accent particulier, lui, il en a fait une poésie. Et qui lui permet dans la vie de tous les jours, quand tu fais des entrevues et tout ça, de continuer à parler dans cette poésie-là. Un autre qui fait beaucoup ça dans sa façon de parler, c'est Gilles Vigneault. C'est Gilles Vigneault, quand tu pars, etc., tu t'écouteras la manière dont il parle, puis c'est pas le commun des mortels qui parle comme Gilles Vigneault. Gilles est toujours en train de parler comme un poète. Moi, c'était Yvon Deschamps. Mais c'est un conteur, Yvon Deschamps? C'est parce que Yvon, comme il vient un peu du théâtre en même temps et tout ça, c'est une bibite à part, je te dirais. C'est certainement plus un humoriste qu'un conteur, mais il raconte quand même des histoires, mais à sa manière. C'est pour ça que je te dis que le conte, c'est très, très, très varié. Oui, ça évolue. Ben, dans le fond, ce que tu disais tantôt, après l'ère du Plessis, qu'il y a eu une transformation, que ça passe des écoles, est-ce que c'est ça qui est arrivé, que le conte a voulu se transformer ou les conteurs ont voulu se transformer, ou est-ce qu'il y a c'est devenu hybride à quelque part? Il y a comme une transformation? C'est parce que tout est un peu hybride aujourd'hui. Si tu vas voir du théâtre, si tu vas voir du cinéma, si tu vas voir... on essaye toujours... briser convention? Ou les réinventer, ou comme on dit en anglais, think outside the box. Fait qu'il y a toujours...
je pense que une qualité particulière de l'artiste, c'est d'être toujours en recherche. C'est pour ça que l'artiste a des fois un peu de difficulté à être heureux parce qu'il n'est jamais complètement satisfait. Parce qu'il y a toujours un petit quelque chose. Il aurait pu faire mieux. Je ne dis pas que tous les artistes sont perfectionnistes, mais tu as du perfectionnisme des fois. Puis il y a une problématique aussi, c'est que quand tu fais quelque chose d'hybride, il n'y a pas d'étiquette que tu peux mettre dessus. Donc, pour le public, si tu veux, parce qu'il y a toute la question marketing, veut pas, on est tellement bombardé de publicité qu'à un moment donné, tu sais, à moins d'être un compteur établi, que les gens connaissent, les salles t'engageront pas, sauf si c'est toi qui investis toi-même. Et puis aller chercher des bourses ou des prêts pour tes shows. Quand tu es un artiste hybride, là, je sais pas ce qui peut arriver. Là, mais ça se fait. Mais encore une fois, il y a vraiment beaucoup de travail. Je vais prendre l'exemple à Québec. Avant, tu avais Bernard Grondin, feu Bernard Grondin. S'il m'écoute de là-haut, je le salue. Mais tu as une personne extraordinaire qui s'appelle Yolène Carrier, qui a créé les Amis Imaginaires. Et eux autres, d'année en année, ils font un festival, puis etc. Puis ça grossit très tranquillement. Mais tu sais, on a commencé dans des restaurants pour un repas, dans des salles de bar où c'était nos chums qui nous écoutaient ou des trucs comme ça. Puis là, je parle juste de Québec, là. Parce que Montréal, la scène est différente. Et avant, il y avait le sergent recruteur, qui était l'endroit où on faisait les comptes. Il y a encore les dimanches de comptes, etc. Donc, c'est toujours quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Puis la problématique du compte, c'est que, mettons que tu vas écouter un chansonnier, puis que tu n'aimes pas le chansonnier, tu vas pas dire « j'aime pas la chanson ». Tu vas dire « j'aime pas ce chansonnier-là ». Si tu vas écouter un conteur, puis que tu ne vas pas l'aimer, tu vas pas dire « j'aime pas ce conteur-là », tu vas dire « j'aime pas le conte ». Fait que ça veut dire que tu viens de mettre tout le monde dans le même bassin. C'est pour ça que très, très souvent, ce qui fonctionne assez bien, c'est d'avoir 2 ou 3 compteurs dans une soirée. Ah, OK. Fait que si t'aimes pas la vibration d'un ou d'une, tu vas peut-être aimer la vibration d'une autre personne et tout ça. Tu vois, c'est ça qu'on fait au Cercle des compteurs de Québec. C'est que nos spectacles, il y a toujours entre 4 et 6 compteurs. Puis autour d'un thème, on brode autour de ça. Puis les gens qui viennent vont peut-être dire à la fin, ben toi, j'ai aimé, toi, j'ai moins aimé, etc. Mais les gens, en général, vont y trouver leur compte parce que c'est des rythmes différents, tu sais. Parce que si on allait dans la rue puis qu'on faisait un vox pop puis qu'on leur demandait est-ce que vous connaissez Jocelyn Bérubé? La majorité des gens vont dire qui? Alors que c'est un des plus grands conteurs du Québec. Mais les compteurs, c'est. Ben, je veux pas dire que c'est une clique, mais j'imagine qu'avec les nouveaux médias, la TV, c'est sûr que la visibilité, ça prend. Est-ce que ça prend un plus grand effort pour être reconnu ou remarqué ou. Tu sais, l'appréciation d'une peinture, tu regardes une peinture, c'est pas le même impact qu'il y a plusieurs années avant la TV, avant la photo. La peinture, c'était la référence pour aller voir quelque chose, vivre une expérience visuelle. Là, la TV, la photo est venue gâcher ça. Après ça, la TV est venue le gâcher encore plus. Puis est-ce que c'est le même principe? Tu as toute une problématique aussi de comment on nomme les choses. C'est-à-dire que si tu vas écouter un conteur qui a de la musique, puis qui chante, puis tout ça, est-ce que c'est encore un spectacle juste de conte ou on est déjà dans l'hybride? Oui, à la base. Mais si on est dans l'hybride, à ce moment-là, on le nomme comment? Si tu te mets sur une scène, puis tu mets des éclairages, puis que les éclairages bougent avec les émotions, etc., est-ce que tu es encore juste dans le conte ou tu es déjà dans le conte multimédia qui fait un spectacle? Ouais. Tu sais, fait que c'est très... Puis une des problématiques aussi, en tout cas, selon moi, c'est la grandeur de la salle puis la quantité de monde. Oui, à un moment donné, tu perds l'espèce de connexion chaleureuse familiale qui était supposée dans... C'est ça. Parce que si je fais une comparaison avec le théâtre a le fameux 4e mur. Ça veut dire quoi, le 4e mur, pour ceux qui ne connaissent pas ça? C'est que quand tu es sur scène, ton personnage est dans son monde à lui. C'est sûr que le comédien, à l'intérieur du personnage, est conscient du public. Parce qu'il faut que tu le laisses rire si c'est une comédie, etc. Mais le personnage lui-même est comme dans son monde et ne sait pas qu'il y a un public. Ouais, OK, je comprends ce que tu veux dire. OK, fait que ça veut dire que l'acteur à l'intérieur du personnage ne peut pas
réagir tout. Il peut pas sortir de son personnage. Ouais, je comprends ce que ça veut dire. J'ai vu ça une fois avec un spectacle, puis on était tous des secondaires 5 puis des secondaires 6 dans la salle, puis il y avait une gang d'une autre école, c'était pas la mienne, qui, je tiens à le spécifier, qui niaisait, puis un comédien, à un moment donné, qui s'est reviré, puis il leur a dit « ta gueule ». Eh boy. Mais là, ça veut dire qu'il vient de casser complètement le 4e mur. Premièrement, c'est très dangereux parce que tu embarques dans le jeu de la personne qui est là pour te déranger. Et en deuxième, c'est que tu viens de casser ton personnage. Donc, mais ça, c'était dans le contexte d'un conte, là? Non, c'était une pièce de théâtre. Je te fais la comparaison entre ça. Tandis que le conteur, lui, à la base, le conte, tu es avec le monde qui est là. OK? Ouais. Puis s'il y a quelqu'un qui te niaise, tu peux y répondre. Tu es juste un conteur. Tu n'es pas nécessairement le personnage du conte. T'sais? Fait que ça peut faire des dynamiques à un moment donné où tu peux remettre quelqu'un à sa place, etc. C'est que la ligne... Tu joues avec la foule, puis tu crées une énergie. Oui, exactement. Puis il y a des conteurs qui sont presque des humoristes aussi, parce que ça marche mieux comme ça. Mais tu te retiens-tu quand que tu sens que ça tombe dans l'humour ou tu... Non, pas nécessairement. Non, ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment, mais si l'énergie est là, tu la prends. Mais sauf que moi, je sais que avec certains contes, je fais pleurer les gens. Puis j'ai pas souvent vu des gens qui faisaient un spectacle de contes qui faisaient pleurer les gens. Puis tu nages l'atmosphère de tout à fait. Tristesse, puis exactement. tu changes ta voix, puis... Mais ça, c'est efficace dans une salle de 30, 50, peut-être jusqu'à 100, mais après ça, c'est parce que la proximité avec le public est un peu compliquée à faire. Un truc que tu peux faire, c'est pas baisser les lumières complètement dans la salle pour que les gens se voient et se sentent. Quand tu as de la lumière, tu sais que la personne à côté de toi, elle est comme plus là que quand tu es dans le noir. OK? Puis, un bon exemple, la seule fois où j'ai vu... j'étais pas là, je l'ai vu à la télé, où Fred Bellerin a failli se planter à un moment donné, c'était à la Fête nationale. Parce que la foule était immense. Oh, ça doit être intimidant. Et ses réflexes de ce qu'il faisait d'habitude, il ne fonctionnait pas avec cette foule-là. Sauf que son instinct, ou je ne sais pas comment l'appeler, a pris le dessus, puis là, il a réussi à avoir la foule de son bord. Mais j'ai vraiment senti à un moment donné, oups. Puis ce qui est le fun avec le conte aussi, c'est que tu peux te tromper. Tu peux, à un moment donné, puis à un moment donné, tu peux dire, oh, attendez, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, fait qu'on va reculer un petit peu. OK, là, vous avez compris, vous savez où est-ce qu'on est? OK, on repart. Dans une pièce de théâtre, en général, c'est très difficile de faire ça. Ça se peut aussi, là. Je dis pas que ça se fait pas, là. Mais le conte est plus... C'est ça. Puis, c'est ça, c'est qu'un conteur, à travers les années, ben, il prend des trucs et tout ça. Et comme je disais, tout le monde a son style. Moi, mon style à moi, c'est que je regarde les gens dans les yeux, puis je balaye la salle du regard pour voir un peu comment les gens se sentent et tout ça. Puis, OK, le monsieur en avant, c'est sa femme qui l'a amené ici parce que là, il est endormi, mais c'est correct, on va le laisser. Il se réveillera peut-être à un moment donné. Le petit enfant qui est là, OK, il est embarqué. Tu sais, c'est comme... Ça me donne un paquet de signaux. Mais tu as certains conteurs, comme Mike Burns, par exemple, qui fait exactement comme le contraire. Il compte les yeux fermés. Et c'est juste, il y a comme une espèce de présence qui fait que les gens, ben, ils le regardent, puis ils l'écoutent. T'sais, il établit une espèce d'écoute. Alors que quand moi, je donne des conseils à des nouveaux conteurs et tout ça, je vais de l'autre côté, je leur dis, il faut balayer du regard et tout ça. Puis lui, il fait tout le contraire, puis ça marche pareil. T'sais. Mais ça, c'est pas une méthode en théâtre où c'est que tu as une position ou une posture où tu n'es pas animé, peu importe, tout au long de la pièce, puis seulement qu'à un moment précis, tu vas devenir plus exubérant. Ben, ça accentue. Ouais, ça se peut aussi. Tu as un monsieur qui s'appelle Eugenio Barba. Et lui, il s'est intéressé justement beaucoup à toutes les formes de théâtre asiatique dans le monde et tout ça. Et parce qu'il se posait la question, comment est-ce qu'un acteur immobile, comment ça se fait que j'ai le goût de le regarder pareil? Puis il est venu avec la théorie, c'est qu'à l'intérieur, il se passe quelque chose. Je t'explique. C'est que si je suis sur scène puis que j'ai un long moment où je fais rien,
si je pense à ma liste d'épiceries, le public ne me trouvera pas intéressant puis il ne sait pas pourquoi. Mais si dans ma tête, je suis en train de faire une espèce de routine mentale basée sur des katas physiques que j'ai fait avant, il se passe quelque chose de le fun, il se passe quelque chose d'intéressant, et ça, le public le sent. On ne sait pas trop comment ça marche, mais il a vraiment... Fait que lui, il a élaboré une théorie par rapport à ça, là. Mais ça, il faut que ça soit vraiment asiatique pour que ça prenne en considération peut-être le chi ou une affaire comme ça, l'énergie du corps qui est transmise dans l'univers de la pièce, que les gens sont capables de la capter ou de la sentir. Ça, je sais pas, parce que j'ai pas étudié Barba assez pour moi, j'ai juste participé à une thèse de doctorat d'un gars un peu flyé qui, malheureusement... Ouais, je vais aller voir ça. C'est quoi ça? Barba? C'est quoi ça? Eugenio Barba. Eugenio Barba, ça serait cool de voir ça. Je sais pas si on peut checker sur le... Oui, de ce que je vois, en fait, il a fondé une compagnie de théâtre en octobre 1964. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est les années 60. Oh. Mais c'est encore très actuel parce que ce qu'on découvre, que tu sois conteur, que tu sois comédien, que tu sois artiste, souvent on s'imagine que ça part de la tête, mais en fait, ça part du corps. Ça part... D'ailleurs, on a tous des défauts. Mon défaut à moi, mettons, quand je fais une pièce de théâtre, c'est que j'apprends mon texte, mais dès qu'on rajoute des mouvements, c'est comme si le texte prenait le bord. Et moi, j'ai pas fait d'école, j'ai fait énormément d'ateliers depuis que je suis jeune. Fait que j'ai pas une formation école, entre guillemets, là. Et ce qui veut dire que j'ai développé une espèce de défaut, c'est que quand j'apprends un texte, j'apprends souvent avec des intentions. Fait que ce qui veut dire que si tu changes mon intention, ben le texte, il prend le bord un petit peu aussi, là. Fait que Donc, j'ai pas une bonne technique de mémorisation d'un texte. Ce qui veut dire que je suis le dernier, en général, à savoir mon texte. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont déjà voulu m'arracher la tête. Puis je les comprends. Si je fais la mise en scène, j'ai la même réaction. C'est tout à fait normal. Mais toi, ta base, c'est improvisateur ou c'est ça qui est venu en premier? Ou... Non, c'est le théâtre qui est venu en premier. Théâtre en premier. C'est que moi, je suis à la base improvisateur théâtre, qui est très différent d'un improvisateur jeu. Ah, dans le sens physique ou... dans le sens de plein d'affaires. OK? Improvisation, jeu, le but, quand ça a été créé, c'était ludique, etc., etc. Mais c'est aussi, en quelque part, à cause de la structure de vote traditionnelle et tout ça, c'est que tu veux aller chercher le vote. OK? Fait que ça veut dire que tu peux faire une niaiserie à un moment donné qui ne fait pas nécessairement inventer l'impro, qui ne fait pas avancer, l'impro. Et cette niaiserie-là va peut-être faire rire le public. Tu vas peut-être avoir une pénalité de l'arbitre, mais c'est peut-être ça qui va faire que tu vas aller chercher le point. Là, on parle de style LNI. Oui, on parle de style LNI, exactement. Okay. Exactement. Okay. D'ailleurs, ça a été une des plus grosses chicanes en théâtre entre Pierre Ronfort, je me souviens, moi, me semble que c'est Pierre... Le créateur? Ben, non, le créateur, c'est Gravel. Gravel, oui, OK, puis avec d'autres, dont je m'excuse d'oublier leur nom. C'est ça, c'est que Gravel et Ronfort étaient en partie dans le théâtre expérimental à Montréal. Ah. Ils créaient des choses ensemble. Et quand Gravel a parlé à Ronfort qu'il voulait faire un jeu basé sur le hockey, c'était vraiment très ludique, l'autre lui a dit « Fais pas ça parce que tu vas venir détruire toute la partie construction. Toute la partie où tu écoutes l'autre puis tu essayes d'arriver à un but. Et le but, c'est pas de planter l'autre, c'est d'écrire ensemble. Ouais, OK. Ouais. Bon, c'est sûr que plus tu fais d'impro, plus tu as le goût de retourner vers ça. Si on regarde les impros des gens qui ont beaucoup d'expérience, si tu regardes plusieurs formes d'impro et tout ça, si tu regardes le mouvement qui est très fort à Chicago et tout ça, si tu regardes le club d'impro de Québec et tout ça, c'est tous des gens, des stars d'impro qui, à un moment donné, ont voulu aller plus loin que juste le punch, le rire et tout ça. Et donc, ça, tranquillement, pas vite, tu te ramènes vers un but différent. Le but, c'est de créer quelque chose. Tu sais, je sais qu'il y a des joueurs d'impro qui m'ont dit moi, quand j'embarque, c'est toujours pour créer. Oui, tu as toujours des joueurs constructeurs sur le jeu, mais tu en as aussi des punchers. Là. Il y a certains joueurs d'impro qui seront jamais capables de faire un drame de leur vie. C'est pas dans leur ADN. Fait que des fois, mettons, t'es sur l'improvisoire, t'es le joueur moteur avec le gars de l'autre équipe, tu pars dans une dramatique, puis l'autre arrive en troisième joueur, puis là, il vient faire le punch, il vient faire le truc, son équipe gagne,
Mais moi, j'ai un côté où j'aime beaucoup une bonne dramatique. Alors, quand un joueur me fait ça sur l'improviseur, je suis en maudit, pour rester poli. Okay? Le mood, lui, là. Il vient, tu sais, de... Je dis pas que c'est bon ou mauvais, c'est juste que, tu sais, à un moment donné, si tu te pars dans une dramatique, es-tu capable de la tenir jusqu'au bout et de juste faire quelque chose, tu sais... Mettons qu'on dit, style théâtre grec à un moment donné, mais c'est sûr que tu peux faire plein de niaiseries si tu veux, mais t'es plus dans le théâtre grec à ce moment-là. Est-ce que c'est un peu dans le même principe que ce que tu disais, où c'est que le texte vient gêner toi, ton approche qui est plus physique? Mais de toute façon, un bon improvisateur, c'est son physique qui va lui dire avant son mental d'embarquer. Là. Un bon improvisateur, soudain, il a une idée puis il va. Là. Ouais. Parce que si tu penses à l'idée puis tu y vas pas en même temps, ou à un moment donné, tu as une situation qui te plaît, puis tu dis, je vais y aller, puis j'ai pas d'idée. Okay? C'est parce que si tu dis, ouais, il faudrait que j'aille faire ça, souvent, ce que tu vas apercevoir, c'est que le joueur de l'autre équipe, troisième joueur, entre avant toi, puis il a eu la même idée que toi, puis dans ta tête, ça fait, OK, j'aurais dû embarquer. Fait qu'il y a une partie quand même physique en impro aussi. Souvent, les impros les plus intéressantes pour moi, c'est qu'il y a une partie physique. Puis physique, ça veut pas nécessairement dire que je danse, que je saute ou que... T'sais, ça veut dire que je me déplace dans l'espace, que je change mon attitude corporelle par rapport aux sentiments que je veux exprimer, des choses comme ça. Là. Puis est-ce qu'il y a comme un genre de la tendance de passer du théâtre vers l'impro pour certaines personnes qui avaient envie d'explorer un peu plus Ça, c'est vraiment tout à fait personnel et tu as d'excellents super comédiens qui sont pourris en impro et tu as des improvisateurs extraordinaires qui sont pourris en théâtre. Mais est-ce qu'il y a un parallèle genre de ça, de la création de l'impro, qui est le même principe que ceux qui étaient les conteurs, qui ont intégré des éléments pour créer des hybrides de contes en intégrant de la musique? C'est-tu le même principe, c'est qu'il y a une quête artistique? La quête artistique, oui, mais c'est pas nécessairement le même parallèle. C'est juste qu'à un moment donné, le conte simple et pur avec juste la parole, avec pas de support, alors que tout le monde était habitué à avoir un paquet de parages, c'est donc, tu as toujours une espèce de crainte. Est-ce que c'est suffisant de juste avoir la parole? Si je rajoute un peu de musique, c'est sûr que s'ils n'ont pas tout à fait aimé mon conte, c'est pas grave parce que le bout musical, ils vont l'aimer. Est-ce que la parole a assez de pesant aujourd'hui ou ça dépend du... C'est parce que en tout cas, je sais pas, mais... Ça dépend de la salle, de la grandeur de la salle. C'est ça, exactement. Okay. C'est sûr que plus le climat est intime et tu es capable d'avoir une relation avec la foule, plus tu es capable d'établir comme comment je dirais-je, une atmosphère commune qui fait que tout le monde est là-dedans. Là. C'est un peu difficile à expliquer, mais quand tu le vis, tu le sens. Ça fait du sens. Moi, j'ai fait de l'impro quand j'étais petit. Puis j'ai toujours, quand j'analyse aujourd'hui, je me dis, OK, j'ai 8 ans, je fais de l'improvisation, on est LNI, là, on a nos chandails de hockey. Puis je trouve que ça a eu un impact sur mon évolution personnelle, où c'est que j'ai toujours une appréciation pour l'improvisation. Justement, ça, qu'est-ce qu'on fait là? Dans le fond, c'est du ad-lib, on fait juste parler, puis on se lance, puis on jase, on échange. Puis c'est pas quelque chose que tout le monde peut comprendre. Je veux dire, ça a un impact, ça, c'est sur l'improvisation. Mais je te dirais que si tu parles à presque tous les improvisateurs, ils vont te dire, ça a changé ma vie. Qu'ils soient rendus à la télé ou pas, comme certaines personnes... l'impro, ça a un impact. Il y a des gens un peu timides qui sont devenus très à l'aise socialement grâce à l'impro. Puis il y en a d'autres qui ont réussi à exprimer tout ce qu'ils avaient à exprimer à un moment donné, qui ont développé leur manière aussi de s'exprimer et des choses comme ça. Il y a plein de gens... c'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau de la NLI, tout ça, il y a des improvisateurs, il y a une espèce de tentative de se faire reconnaître comme une discipline entière, une des disciplines théâtrales entières. Ah, ça l'est. C'est parce que c'est au niveau des subventions et tout ça. Là, c'est parce que si tu prends l'impro d'un point de vue théâtral, l'impro est une technique pour arriver à un spectacle. Ouais, c'est comme un processus un peu créatif. Comme,
tout ce qu'il faisait dans les années 70, les créations collectives, etc. C'était basé quasiment toujours exclusivement sur de l'improvisation. Puis on garde ça, puis on enlève ça, puis on peaufine, puis on répète, etc. Parce que la beauté de l'impro, c'est que c'est le moment éphémère. Et la difficulté du théâtre, c'est qu'il faut que tu donnes l'impression que c'est éphémère. C'est que le personnage qui est là, quand il parle, ben, c'est la première fois qu'il dit ces mots-là. Mais quand ça fait 50, tu sais, c'est une pièce de théâtre, c'est environ en moyenne 110 heures de répétition, là. Fait que vers la fin, t'as hâte qu'il y ait du public, là, parce que t'es plus sûr, tu donnes encore la bonne intention et tout ça. Puis en général, en tout cas pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Une fois qu'il y a le public dans la salle, je me pose même plus la question si je dis les bonnes affaires. Puis quand je les dis pas, je vois ça dans les yeux de mon compagnon ou de ma compagne qui fait « OK, je t'ai pas donné la bonne ligne, puis là, t'es fourré. » là. Fait que disons que je suis pas le gars le plus facile avec qui jouer. Faut avoir un bon instinct pour me suivre. Ouais, c'est ça, dans le sens que le théâtre, il y a un plus grand respect pour la personne qui est en avant de toi versus le LNI ou l'improvisation. C'est que t'es pas là pour faire du mal à la personne en avant, mais il y a vraiment un jeu. C'est un jeu différent. C'est un jeu différent. Ce qui est le fun dans l'impro-jeu, c'est que, OK, je te mets dans la merde. Maintenant, sors de là. Puis quand t'as deux bons joueurs, l'autre en face, il ressort de là très rapidement, puis il te fait une jambette. Puis toi, t'es là, OK. Tu regarderas les grands matchs de la NLI, tout ça, on peut les retrouver en général sur Internet et tout ça. Mais c'est ça, les matchs les plus fun, c'est quand tu as deux bêtes d'impro et qui se forment. Mais c'est pas une jambette pour faire mal à l'autre. Hein. Je voudrais pas que les gens s'imaginent que les improvisateurs, on est là pour... Non, on est là pour... Je te fais une jambette amicale, débrouille-toi avec ça. Mais là, l'analogie de jambette, tu parles de genre Ben, c'est pas nécessairement physiquement. Là. Non, c'est ça. Mais c'est juste, tu sais, je te dis quelque chose. Je vais te donner un exemple à un moment donné. Il y a un gars qui embarque son improvisoire. Puis là, il montre bien qu'il a, tu sais, qu'il a toutes sortes d'armes, etc. Comme s'il y avait un bazooka et tout ça. Puis la fille en face de lui fait « Yeah! » Puis fait simplement sortir une épée. Tu sais, le gars, avec tout son attirail, tu sais, il va avoir un combat. On sait déjà que le combat est comme... Se prépare. Apolaire égal parce que l'autre, il a tout son matériel. Mais tu sais, si l'autre fait juste prendre son épée, puis schlac, puis elle vient couper ton harnais qui tient tes munitions, puis t'as plus de munitions. Fait que c'est ça, quand je parle de jambette, c'est ça. Là, OK. Et les meilleurs improvisateurs et improvisatrices, ce sont des gens qui sont très rapides au niveau de l'instinct. Tu sais, ils font les choses, ils pensent pas. C'est ça c'est l'essence même de l'impro. Tu sais, j'ai vu des fois des choses où tu fais « Wow! » Tu sais, à un moment donné, je vais te donner un autre exemple. On est allé à lui, il y a plusieurs années de ça, puis l'arbitre dit OK, une comparée, donc ça, c'est une équipe, et le thème, c'est peur bleue, puis vous avez 1 minute. Fait que les 6 de l'équipe sont embarqués sur l'improvisoire. Et là, ils ont figé comme s'ils avaient vu quelque chose d'épouvantable, puis ils n'ont pas bougé pendant 1 minute. Les gens se roulaient dans les allées et tout ça. Puis l'arbitre ne savait pas s'il devait donner une pénalité de retard de jeu. Ou, tu voyais l'arbitre, il voulait comme donner une pénalité, mais en même temps, l'essence même du thème était là. Mais rester immobile 6 à la fois pendant 1 minute, là, chapeau. Ça, c'est une impro, pour moi, mémorable. Un autre exemple, à un moment donné, c'est Quatuor à cordes. Puis on était embarqué sur l'improvisoire, puis on était désarchés, puis chaque fois qu'on lançait une flèche, ça faisait une note. Bon, on a fini par se planter vers la fin parce qu'on n'a pas soutenu ça assez longtemps. Mais tu sais, il y a vraiment des choses comme ça, c'est ce qu'on pourrait appeler des niaiseries, mais qui sont collées sur le thème et qui un peu comme le poète, tu viens mettre l'emphase sur une autre face d'un mot. Parce que Quatuor à cordes, évidemment, tout le monde s'attendait à avoir des musiciens, puis tu as 4 archers qui débarquent. Mais qui font quand même des sons différents selon l'arc. Toi, comment est-ce que tu fais pour balancer ces deux univers-là, puis comment que ces deux univers-là viennent nourrir l'un et l'autre? Ben, l'essence de tout ça, c'est le jeu. C'est sûr que, par exemple, quand je compte,
j'utilise certaines choses que je sais, que j'utilise, mettons, en impro ou que j'utilise en théâtre. Fait que c'est l'essence du jeu même qui réunit tout le monde. Mais une fois qu'on a dit ça, en même temps, chaque discipline a quand même des règles particulières. C'est plus restrictif, le conte, ou les barèmes, les paramètres sont plus contraignants dans le sens que tu... Pas nécessairement. Non? Justement, si je compare encore avec le théâtre, c'est que le théâtre, tu as un texte à apprendre, tu as une mise en scène, tu as toute une mise en place assez minutieuse. Tu peux avoir du point A au point B, tu dis ça à tel moment, l'autre te répond à tel moment et tout ça. Tandis que dans le conte, savez-vous quoi? Bon, j'ai un blanc de mémoire, là, puis... OK, c'est là, j'étais... Puis OK, j'avais pas vraiment un blanc de mémoire. Tu peux jouer avec ça, tu peux... c'est vrai, tu t'adresses à la foule dans le fond. Ben oui, c'est ça, encore, comme je disais tantôt. Dans le conte, t'as pas le quatrième mur. Ouais. OK, t'es pas un personnage, tu peux te créer un personnage de conteur, mais je veux dire, ce personnage-là peut très bien s'adresser à la foule comme le fait un humoriste. Oui, parce que ton personnage, dans le conte, il se transporte dans une autre époque habituellement. Fait que ça, c'est comme c'est là que tu te transformes puis que tu deviens plus théâtral puis tu joues dans... c'est ça, c'est que t'as le choix. Le conte pur, si tu fais juste raconter, OK? Avec très peu de gestes. Ça serait comme le conte épuré. C'est sûr que moi, j'ai besoin de bouger. Mais si tu t'embarques dans OK, tel personnage va avoir telle voix, faut que cette voix-là elle reste pareille pendant tout le conte. Donc, tu viens de te mettre une petite contrainte. Mais ça se peut aussi. Mais ça devient ton style à toi à ce moment-là. Mais c'est sûr que si on regardait le conte pur, là, il n'y a pas de musique, il y a juste la voix du conteur ou de la conteuse. Et tu es juste avec ton public, puis c'est ça, tu sais. C'est très simple. Le conte, à la base, c'est quelque chose de très simple. C'est une histoire. Oui, c'est ça. Tu racontes une histoire, mais il faut que cette histoire soit quand même un peu intéressante aussi. Puis, tu sais, ça peut être très culturel aussi, parce que, par exemple, on a déjà eu au Cercle des conteurs un Béninois. Il étudiait à l'Université Laval pour devenir un haut gestionnaire au Bénin, dans le ministère de l'Éducation, etc. Puis quand tu as vu le Cercle des conteurs, il est venu. Puis lui, il nous expliquait qu'au Bénin, d'ailleurs dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est la même chose, c'est que tu racontes une histoire et tu laisses un peu la fin en suspens. C'est-à-dire que tu n'influences pas le jugement que les gens peuvent avoir par rapport au personnage. Tandis que je ne sais pas si tu as déjà eu des cours de français où le professeur aimait bien le conte, mais où il reprenait la formule, OK, tu as un début, tu as un milieu, tu as une fin, puis à la fin, tu as une morale. Les Autochtones aussi. Les Inuits, souvent, vont commencer une histoire, puis vont la finir, puis il n'y a pas de punch. L'histoire a été racontée, point. C'est ça que c'est. Excuse-moi l'anglicisme, mais c'est un cliffhanger, un genre de fin. Non, même pas. Même pas. C'est vraiment, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Tandis que nous, on est souvent habitués. On est habitué à des histoires où ça commence, puis ça finit, puis à la fin, on dit « Ah, OK, c'était ça le message. » Mais il y en a qui fait que ça invite les gens à participer un peu à la fin, ou c'est que ça les fait réfléchir. Ça les fait réfléchir, ou c'est comme ça. Là, ça, c'est au Bénin, ça? Non, ça... Oui, au Bénin, en Afrique, oui. Ouais. C'est au Bénin où, à la fin, t'as pas comme de conclusion. Nous, on est habitués à avoir une conclusion, mais t'en as pas une exactement. C'est comme, alors, qui était... Fait que tu peux te poser la question, qui était méchant dans l'histoire, qui était gentil, pourquoi ils ont interagi de telle façon-là, qu'est-ce que ça veut dire sur la vie en général. Tu n'imposes jamais la morale de la fin, c'est comme les gens décident. C'est comme si tu fais partie de l'histoire. Un petit peu, oui. Un petit peu. Ça, dans le fond, les contes, c'est dans toutes toutes les cultures, dans le fond. C'est dans toutes les cultures, mais il y a certaines cultures où le conteur n'est pas bien vu.
Parce que tu racontes des histoires. Ça défie l'autorité des fois. Ben ça, je ne sais pas exactement. Là, je pourrais pas, j'ai pas fait d'études. Mais c'est comme les troubadours ou quand les histoires étaient propagées par voie orale, puis là, tu avais un troubadour qui allait dans un village, puis souvent, c'était des chansons contre telle autorité à ce moment-là. En tout cas, on n'est pas expert là-dedans, mais ça pourrait être une des raisons pourquoi que les conteurs étaient mal vus. Mais c'est dans quel contexte, toi, que les conteurs... Ben, c'est encore une fois, il y a plusieurs... ou comme... je vais faire un parallèle avec, mettons, Boucard Dibiouf. Il n'a jamais dit à son père qu'il était humoriste, là. Parce que son père voit encore son fils comme le professeur qui est à l'université puis qui enseigne. Parce que... biologie marine, je pense qu'il fait. Oui, c'est ça, exactement. Parce que, tu sais, fait qu'il y a des... c'est ça, c'est qu'il faut que tu sois sérieux. Et un conteur, c'est pas un métier, c'est pas quelque chose de sérieux. C'est comme... Ben, c'est... Mais c'est riche comme talent ou comme... C'est pas une profession, mais c'est quoi au juste? Ben c'est ça, c'est la question après. C'est que si tu en vis, c'est une profession. Si tu n'en vis pas, c'est pas une profession nécessairement. C'est quoi qui t'inspire quand tu crées tes comptes? Ou est-ce que tu t'es écrit? Moi, je fais toutes les possibilités. C'est-à-dire que c'est sûr que les comptes traditionnels, je les adapte toujours. Ma chasse-galerie, c'est pas la même chasse-galerie que... qui a été écrite telle qu'écrite dans le livre au départ. C'est sûr que ma version de Rose la tulipe et du diable, elle serait peut-être pas tout à fait pareille que le gars à côté. Puis, t'adaptes toujours. Mais c'est sûr que oui, j'ai aussi des contes de création qui partent d'une idée à un moment donné ou d'un questionnement que j'ai, puis où est-ce qu'on peut aller avec ça. Fait que c'est ça. Fait que j'ai des contes aussi qui sont basés sur des expériences personnelles. J'ai fait du clown de livraison pendant longtemps. Fait que, du clown de livraison? Ouais, ce que j'appelle du clown de livraison. Comme c'est le télégramme chanté. Là. Ah ouais. Tu arrives pendant 15 minutes, mais tu peux faire des animations d'1 heure aussi avec des enfants. Puis avec je souffle des ballons puis je fais des animaux avec. Là. Ça fait longtemps que j'en ai fait, mais ça revient assez vite, je te dirais. Fait que ça, c'est ce que j'appelle du clown de livraison, c'est-à-dire que le but, c'est simplement bon anniversaire, etc. Puis t'as 15 minutes, etc. Mais il y a tellement de choses qui peuvent arriver en 15 minutes. Puis par rapport à ça aussi, je connais un peu le monde des Pères Noël aussi. Fait que par rapport à ça, il y a beaucoup... Les gens réalisent pas... Quand tu vois un Père Noël dans un centre d'achat, tu t'imagines que c'est juste, OK, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Puis prenons la photo, là. Ouais. Mais quand il n'y a pas trop de monde l'entour et tout ça, il y a des adultes qui vont voir le Père Noël puis qui lui posent des questions. Puis qui ont des problèmes de vie, des fois assez compliqués. Puis, à ce moment-là, il faut que toi, tu aies le tact de reconnaître l'être humain qui souffre, puis de pouvoir l'aider ou tout ça. D'ailleurs, il y a certains centres d'achat qui ont un protocole développé par des psychologues que si jamais il y a quelque chose qui arrive de telle façon, voici comment agir, puis voici comment aiguiller la personne ou l'aider ou faire un signalement, puis des trucs comme ça. Là. Je te dis pas que tous les Pères Noël font ça, mais il y a des centres d'achat mieux organisés que non. Oui, il y a des centres d'achat qui ont quelque chose de... pas super épais, mais t'as la base de... règles à suivre. De règles à suivre en cas de personnes en détresse. Fait que... Puis, moi, j'avais jamais pensé à ça. Dans le fond, le Père Noël est comme un personnage qui va vraiment rechercher des émotions d'enfance, puis les gens sont portés à aller vers le Père Noël pour confier certaines... Exactement. Marc, ça fait du sens. Ça fait du... Oui, mais c'est pour ça que, à un moment donné, quand je vois des longues filées qui vont voir le Père Noël puis que je vois des parents qui s'impatientent, dans ma tête, ça fait non, regarde, quand ton enfant va être là, si le Père Noël il est moindrement bon, il va prendre le temps. Il va pas... c'est parce que si tu commences à faire, OK, je fais un enfant à toutes les 30 secondes, là, l'expérience, ça sera pas bonne ni pour toi ni pour l'enfant. Il va avoir vraiment... C'est un junk food de Père Noël dans ce temps-là. 30 secondes. Exactement. C'est pas long, là. Mais c'est pour ça, je me souviens pas, mais il y a un grand magasin à New York.
je ne sais plus lequel, mais en tout cas, un des grands magasins, où ils ont plus qu'un Père Noël. Puis la manière dont les fils sont faits, c'est que l'enfant ne peut pas voir le Père Noël qui est à côté. Il y a comme un jeu de miroir et tout ça. Fait que ce qui permet d'avoir beaucoup plus d'enfants à la fois. Ils sont 4 ou 5 en même temps, quelque chose comme ça, là. Fait que, en quelque part, tu te dis, bon, il y a probablement un gros achalandage, mais en même temps, c'est le fun parce que ça veut dire que chaque Père Noël, ça lui donne quand même un peu plus de temps pour interagir avec l'enfant, là. Parce qu'il y a des fois, tu sais, où mes parents sont divorcés, mon père est militaire, puis il vient plus me voir, il m'écrit plus, il répond pas à mes lettres, je fais quoi, là? Fait que, le Père Noël, il fait quoi avec ça? Quel espoir il peut donner à ce petit gars ou cette petite fille-là? Fait qu'il faut que tu trouves les bons mots qui font que la personne... Et tu peux rien lui promettre parce que t'as pas le contrôle sur ce que ce père-là, il vit lui non plus. Donc, tu peux pas savoir. Fait que la bonne réponse, c'est de donner de l'espoir, mais en disant que ça marchera peut-être pas. Tu sais, style... continue à lui écrire ou fais-lui des dessins ou, tu sais, je sais pas. Puis, mais en même temps, je t'avertis que peut-être que ton père, il souffre tellement pour l'instant qu'il n'est pas prêt à recevoir. Mais lâche pas. C'est un peu ça le message de base, c'est lâche pas. Sauf qu'en même temps, dis-toi que ça se peut que ça marche pas non plus. Mais donc, toi, ce travail-là, ça, tu l'as fait, mais c'est-tu quelque chose que tu fais en ce moment ou est-ce que tu... des fois, oui, okay. Mais à contrat, là, je suis plus dans un centre d'achat, là. Puis, parce que là, j'essaie de trouver le lien parce que donc, sûrement que les gens qui écoutent en ce moment puis qui vont avoir vu l'épisode avec Karina Verdun-Cassis vont comprendre que dans le fond, c'est Karina, dans le fond, qui m'a référé à toi. Puis là, j'essaie de trouver le lien. Le lien, c'est le clown. C'est le clown, C'est le clown, OK? C'est que ça faisait des années que moi, je voulais faire du clown parce que c'est un autre style de jeu, c'est un autre style d'approche et tout ça. Fait que ça revient toujours au jeu. J'aime ça jouer. OK? Mettons ça dans notre tête, là. Moi, j'aime ça jouer. Fait que j'avais jamais fait vraiment du clown. Fait que quand l'École de cirque de Québec a offert ça du côté des adultes loisirs récréatifs, j'ai dit, on va aller voir ça, là. Et c'est ça, donc, avec Karina, c'est qu'elle a énormément d'expérience, etc., en jeu, mais elle a aussi une bonne expérience en jeu théâtral. Donc, les deux ensemble, tu sais, on se comprend. Puis on a une espèce une base commune, puis à partir de là, le clown, c'est un enfant qui fait des gaffes, là. Fait que c'est super trippant, là, parce que c'est comme... Mais elle, la façon comme elle l'a présenté, il y a vraiment un aspect guérison, là. Oui, mais c'est parce que elle, en plus, elle fait partie de Dr. Clown, donc la fondation Jovia, où là, tu vas encore plus loin. C'est-à-dire que ton clown devient un clown guérisseur. Oui. Moi, je suis pas là encore, là. Je suis pas là du tout. Moi, je suis dans le clown pour le fun. Ouais. Okay? Mais par contre, qu'est-ce que tu me racontais à propos du Père Noël? Ça rejoint oui, ça? Mais c'est sûr, que toi, tu as un désir de guérir ou j'ai plus... C'est que moi, je pense que j'ai une très bonne écoute. Et dans le monde qui va trop vite, il n'y a pas grand monde qui prenne le temps d'écouter les gens. Fait que simplement le fait d'être capable de t'exprimer avec quelqu'un qui t'écoute, mais pas qui t'écoute en se disant « OK, t'as-tu fini? Mon chiffre va... » Non, qui t'écoute. Tu sais, qui est là, qui dit probablement quasiment rien, mais qui une fois de temps en temps fait « Oui, OK, d'accord. » Tu sais, puis tu t'en-tu bien là-dedans? Non, OK, pourquoi? C'est ça le compte. Dans le fond, tu écoutes la foule, tu y vas avec l'émotion, puis tu joues avec ton histoire. C'est sûr qu'une des caractéristiques principales d'un bon conteur, d'après moi, c'est pour avoir le lien avec la foule, il faut que tu écoutes la foule. Fait que je suis persuadé que même Mike Burns, qui compte avec les yeux fermés, il l'écoute. Et ça, tu le sens tout de suite si les gens y aiment ce que tu es en train de faire ou pas, là. En tout cas, moi, je le sens surtout plus. Tu sais, mettons que tu es une 50aine de personnes, c'est sûr que je vais sentir la vibration, puis que, tu sais, je vais peut-être faire une petite farce à un moment donné, puis dans ma tête, ça va, OK, celle-là, elle n'a pas passé, là. Parce qu'il y a un respect pour la foule, les compteurs sont. Il faut avoir un respect. Pour être mesquins, non, absolument pas. Tu peux jouer avec la foule, mais il faut que tu fasses attention. C'est un jeu dangereux aussi à un moment donné.
Puis si tu joues avec la foule aussi, c'est que tu ouvres une porte, c'est que tu leur permets de jouer avec toi aussi. Il faut que tu sois conscient de ça. Fait que, mais ça dépend toujours du contexte, etc. Et être à l'écoute, c'est aussi être conscient avec quel public tu es. Parce que tu ne sais pas ce que les gens ont vécu non plus. OK? Je vais te donner un autre exemple. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Puis une des choses que je faisais aussi, c'est des simulations pour des ambulanciers au Cégep de Sainte-Foy. Là, le programme a changé puis c'est plus élaboré. Mais ils avaient 5 minutes. Puis l'exercice, c'est tu rentres, il y a quelqu'un en détresse, puis il faut que tu cernes le problème et il ne faut pas que tu te mettes en danger. Puis moi, ma job de comédien à ce moment-là, c'est de les mettre vraiment en danger, là, qu'ils ne sachent plus quoi faire. Puis en 5 minutes, puis j'ai un couteau. Okay? J'ai un vrai couteau, là. OK? Puis la première règle d'un ambulancier, surtout quand il n'y a pas de policier autour, il ne faut pas que tu sois pris en souricière. Être pris en souricière, c'est quoi? C'est que j'ouvre la porte, je te laisse passer, je referme la porte et je me mets entre toi et la porte. Là, t'es mal pris. Parce que si je suis quelqu'un de violent, plus fort que toi, etc., tu peux pas sortir. Dans 90 et même plus % des cas, je les prenais en souricière. Puis après, ils me demandaient ce qui m'était arrivé. Puis je leur montrais le couteau que j'avais coupé des tomates. Parce que la scène est faite comme si j'ai fait une tentative de suicide. Puis c'est la voisine qui a appelé, puis il y a eu du bruit et tout ça. Fait, je les menace avec le couteau, là. Mais à un moment donné, j'ai une jeune femme qui a fondu en larmes, puis qui a dit « Je suis plus capable. Ça se peut pas. Je pourrais jamais être ambulancière de ma vie. » Mais tu sais, je peux pas aller trop loin, mais c'est sûr que cette jeune femme-là, elle a vécu quelque chose d'intense à un moment donné, et que, par mon jeu, j'ai réveillé tout ça, là. Mais ça veut dire qu'elle, oui, effectivement, il faut qu'elle se pose la question parce que ça peut vraiment arriver. J'ai revu des ambulanciers avec qui j'avais fait la simulation. Puis, à un moment donné, je dis à un gars, comment ça va? Ça va bien? Puis, dans le fond, c'est-tu aussi pire que ce que je vous faisais vivre? Il dit, pas tout à fait. Mais il dit, l'autre jour, il y a un gars qui était en crise. Puis, il m'a assommé. Dans l'ambulance, là, tu sais. Fait que oui, ça se peut qu'il y ait de la violence à un moment donné ou des trucs comme ça, tu sais. Puis il y en a d'autres qui avaient des réactions. Il y a un gars à un moment donné au-dessus de 300 livres, puis c'est un bouncer, puis il a suivi son cours de police, puis il trouve pas de job, fait qu'il veut devenir ambulancier. Ben, il s'est mis sur moi avec ses 300 et quelques livres jusqu'à temps que je me calme et tout ça. Le caméraman, après, m'a dit « Hey, faut qu'on se trouve quelque chose, un signal, parce que je savais pas s'il fallait que j'intervienne ou pas. » J'ai dit « Gars, on va faire comme au judo, là. Si je tape par terre, ça veut dire « interviens », là, tu sais. » Mais ces gens-là, parce que c'est arrivé plus qu'une fois avec des techniques de désarmement et tout ça, c'est pas leur job, ils sont ambulanciers. Et en fait, s'il n'y a pas de police autour et qu'ils se sentent en danger, c'est qu'ils doivent absolument... L'exercice, c'était de leur dire, faut pas que tu te mettes en danger, appelle la police. Et eux, ils pensaient qu'ils étaient là pour me soigner. OK. Mais je leur donnais un paquet de cues à un moment donné. Je leur disais, hey, ça serait le fun. Parce qu'ils me menaçaient. Ils disaient, monsieur, si vous ne vous calmez pas, je vais appeler la police. Hey, fais donc ça. Ça va régler mon problème. Tu sais, ma blonde est partie avec mes enfants. Je veux faire une plainte pour kidnapping, etc., etc. Je leur donnais, tu sais, plein d'indices. Ouais. Puis il y en a un paquet. Ils voulaient continuer à me soigner. Puis les 5 minutes étaient finies. Puis ils n'avaient pas compris du tout ce qu'ils venaient de faire là, tu sais. Puis il y en a d'autres qui avaient des habiletés sociales assez développées, qu'ils réussissaient à me calmer, puis etc., etc. Puis, À quel endroit que tu as commencé à faire ça, le conte? Le conte, c'est depuis 2006 à peu près. C'est que, pour faire une longue histoire courte, je faisais des visites guidées comme guide au Château Frontenac. Ah. Parce qu'à un moment donné, je me cherchais une job où j'aurais un personnage, donc que je pourrais avoir un personnage, puis gagner de l'argent en même temps. Parce que le théâtre, c'est pas évident. Tu fais un bon show, tu réinvestis, puis tu te plantes dans le prochain, puis là, tu viens de te ruiner. C'est à moins de travailler pour des théâtres institutionnels. Puis celle qui nous coachait pour nos personnages, Nadine Meloche, qui est rendue à Montréal maintenant, elle a dit, toi, tu as des qualités de compteur, puis un cercle des compteurs à Québec, puis voilà le numéro de téléphone de Bernard Grondin. Fait qu'un jour, j'appelle Bernard, il me dit « Ouais, viens, on va aller dîner ensemble. » On est allé dîner ensemble, puis à la fin de notre rencontre, il dit « Ben, tu sais, ce soir, on a la rencontre estivale du cercle, là, où on est juste là pour avoir du fun. Viens avec moi. »
Fait que je dis, je ne veux pas m'imposer, personne ne me connaît, c'est pas grave. Puis de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai embarqué dans le cercle, puis j'ai commencé à apprendre c'était quoi un compteur. Puis ça, est-ce qu'il existe Oui, il existe. C'est encore C'est là. quoi le nom de ce groupe-là? Le Cercle des compteurs de Québec. Fait que si vous voulez savoir ce qui se passe, c'est vraiment la page Facebook. OK, le Cercle des compteurs. Oui, le Cercle des compteurs de Québec. Okay. Puis on a des compteurs qui viennent aussi loin que Baie-Saint-Paul. C'est région de Québec, mais très élargie. On est des gens de Lévis, on a des gens du Lac-Etchemin, on a même un compteur qui est très actif et qui fait plein de choses dans la vie, lui aussi, de Sainte-Marie-en-Beauce, etc. Fait que, tu sais, on a vraiment... puis on a vraiment des très bons compteurs à Québec. Oui. On a vraiment de la belle qualité, puis des gens humains. Je pense à la base, pour être compteur, il faut que tu sois humain, il faut que tu aimes le monde, puis il faut que tu sois très social, je te dirais. Ça, là-dedans, en ce moment, les compteurs, le Québec, la suite des choses au Québec, c'est quoi l'influence dans la propagation, la suite de la culture québécoise? C'est que tu as ce qu'on appelle maintenant le regroupement du compte au Québec. Puis ça, ils ont un site Internet, etc. C'est très bien fait. Ils ont des gens qui travaillent, qui sont payés pour le faire, etc. Puis ça, c'est vraiment comme la base d'essayer de regrouper et d'essayer d'avoir des lieux d'échange puis des endroits pour aller chercher de la formation auprès de compteurs d'expérience, etc. Là. Puis c'est aussi pour faire la promotion auprès du gouvernement, auprès des gens qui donnent des subventions, etc., parce que la problématique du compte, c'est qu'on est noyé avec le théâtre puis avec d'autres disciplines artistiques. On est souvent associé à la littérature, alors que la base du conte, c'est l'oralité. Ouais. Sauf que dans notre monde, après ça, on va l'écrire, notre conte, puis on va peut-être le publier. Donc, c'est comme ça qu'on rentre du côté de la littérature. Mais à la base, il faut reconnaître que le conteur, son premier outil, c'est sa voix. Donc, si tu subventionnes par rapport à l'écrit, ben, tu ne subventionneras pas quelqu'un qui fait juste parler. Là. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de choses à peaufiner, etc., puis se faire reconnaître aussi. Mais il y a des écrits qui sont vendus ou les histoires, il faut qu'ils se propagent? Non, il y a des écrits. Tu as Planète Rebelle. Planète Rebelle? Oui, qui se spécialise dans la diffusion. Ça, c'est une boutique, ça? Ou Non, c'est un éditeur. Ah, OK. Enfin, une éditrice. Qui se bat depuis des années. C'était un éditeur avant, puis il y a quelqu'un d'autre qui l'a repris. Puis c'est que c'est des gens qui se battent vraiment pour avoir une place. Est-ce qu'ils ont un site? Oui, ils ont un site, Planète Rebelle, puis on peut même commander c'est plus facile, je te dirais, de commander en ligne qu'en magasin, parce qu'en magasin, ils n'en ont pas nécessairement. Là. Okay. Puis c'est André Lemelin, qui est très, très, très actif dans le milieu du conte depuis des années. Et c'est Marie-Fleurette Baudouin qui a repris le flambeau, etc. Mais comme c'est compliqué parce que, tu sais, pour avoir du succès dans l'édition au Québec, il faut que tu vendes 5000 livres. Et ceux qui font le plus d'argent, c'est ceux qui écrivent des livres de cuisine. Et dans le conte, si tu réussis à en vendre, mettons, 500, tu as fait quelque chose de bon. Mais à 500, tu ne payes pas les employés, tu ne payes pas la maison d'édition et tout ça. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs conditions pour être dans Planète Rebelle. Il faut que ton show ait déjà été vu, que les gens le connaissent un petit peu. Et souvent, faut que tu participes de ta poche aussi. Il faut que tu fasses des levées de fonds pour financer la production du livre, parce que c'est un livre avec CD. C'est ça l'avantage de Planète Rebelle. Je vais prendre un autre exemple. Arlene Thibault. Si vous ne connaissez pas Arlene Thibault, là, allez la voir à un moment donné. C'est une jeune conteuse extraordinaire qui roule sa bosse depuis déjà un bon bout de temps et qui persévère, qui a d'ailleurs un CD avec Planète Rebelle, etc. Elle veut, etc. Elle pousse. Mais tu sais, c'est très dur de vivre du conte au Québec. Là. Ouais. À part si tu t'appelles encore une fois Fred Pellerin. Ouais. Tu sais, lui, il peut parce que lui, il est reconnu, puis c'est pas les mêmes cachets, puis c'est plus Fred qui loue la salle puis qui espère faire un profit. Là. Fait qu'il y a une différence entre les deux. Fait que retenez ce nom-là, c'est pas le seul. À Québec, vous avez aussi Geneviève Marié, qui est très intéressante. On va d'ailleurs lui souhaiter plomb rétablissement parce que malheureusement, elle est à l'hôpital maintenant. Puis comme je disais, il y a Hélène Carrier aussi, des amis imaginaires, puis il y en a d'autres aussi. Mais ça, c'est les personnes
Puis c'est des gens qui travaillent dans l'ombre depuis des années et tranquillement, ça monte. Parce qu'on a un problème avec les médias, et je le comprends tout à fait, là, c'est pas du tout une critique des médias. C'est que, mettons, si on regarde Le Soleil, ils ont un gars à temps plein pour tous les arts, puis ils ont 2 ou 3 pigistes pour couvrir tout. Théâtre, danse, musique, tout, là. Fait que c'est sûr que la première chose qu'ils vont aller voir, ce sont les institutions, avec les comédiens et les comédiennes que les gens connaissent. Une fois qu'ils ont fait ça, ils vont aller voir le film de l'heure, ils vont aller voir... Puis une fois qu'ils ont fini leur travail, il n'y a plus de temps pour ceux qui ne sont pas reconnus. Et dès que tu tombes dans la catégorie qu'on appelle amateur... C'est tout de développer la gamique marketing en arrière, puis c'est de propager l'information. Puis à ce niveau-là, est-ce que toi, est-ce que tu sors un peu des médias sociaux? Tantôt, tu mentionnais la page Facebook. Tu vois, avec le Cercle des compteurs, on a commencé ça, mais comme on est bénévole, c'est un peu compliqué. Il y a tout un travail de réseautage à faire aussi là-dedans. Et il faut avoir vraiment la volonté pour en vivre. Il faut... comme je vais prendre l'exemple encore une fois, Arlene Thibault, je l'aime beaucoup comme conteuse. Et Arlene a été au Jeu de la francophonie pour représenter le Québec. Mais ça ne te donne pas nécessairement une reconnaissance instantanée mais c'est des expériences qui font que tu bâtis ton réseau. Puis à un moment donné, un tel, j'aime la manière dont tu comptes, viens donc au samedi de comté de Trois-Pistoles, par exemple, ou au Festival des Grandes Gueules de Trois-Pistoles. Ça, c'est un super beau festival. Puis il y en a plein d'autres, là. Ou au Dimanche du Comte à Montréal, viens donc faire un tour. Il faut vraiment, faut travailler vraiment très, 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 très fort pour sortir du lot. Mais toi, en général, tu travailles pas mal fort. Je veux dire, t'es toujours en quête artistique, t'es toujours en quête... c'est sûr que moi, j'ai des contacts humains, t'es toujours... Oui, c'est ça. Mais, tu sais, moi, je suis guide touristique à la base. OK? Et ça me permet de raconter l'histoire à ma manière. Ça me permet de rencontrer plein de monde. Je suis sûr que s'il y avait des historiens qui écoutaient ma version de la bataille des plaines d'Abraham, il y aurait les sourcils froncés. Mais en même temps, c'est parce que je fais ressortir certaines choses dans la bataille. Je le fais de façon très humoristique. Fait que les gens se roulent un peu à terre, ce qui n'est pas nécessairement drôle en parlant de la bataille des plaines d'Abraham. Mais après, tu sais, je fais OK, time out. Voici pourquoi et voici ce qui a fait que la bataille va devenir une défaite. Parce qu'à la base, la bataille des plaines d'Abraham, c'est un match nul. Mais Wolfe a bombardé Québec tellement pendant tout l'été que Québec est comme détruite à 80%. Les Britanniques sont sur les plaines, donc ils contrôlent la nourriture qui peut entrer ou qui peut sortir. C'est une situation assez désespérée. Ouais, mais la milice, ils tenaient leur bout quand même, là. Ouais, mais en même temps, Montcalm ne savait pas comment les utiliser. Exact. Le Chevalier de Lévis va mieux les utiliser dans la deuxième bataille, la bataille de Sainte-Foy. Sauf que là, les deux armées ont manqué de munitions. Ils sont plus capables de se tirer dessus. Fait que... L'armée anglaise était décimée par l'hiver, puis ça, c'était après l'hiver, ça, ou c'était... ça, oui, il y a eu un hiver qui est passé et tout ça, là, mais c'est juste que... Fait que c'est les premiers renforts qui arrivent, qui vont être des renforts britanniques, qui vont faire que le Chevalier de Lévis, il voit bien que sa position est intenable, donc il retourne à Montréal pour regrouper les troupes françaises et tout ça. Mais... si Montcalm, au lieu de parader ses troupes et de faire face aux Anglais sur le terrain à la chevaleresque, là, puis qui utilise plus la mentalité des milices... C'est ça, c'est parce que... la meilleure chance. Ouais. En tout cas, moi, je pense que la problématique de base de Montcalm, c'est qu'il n'a jamais compris comment les Canadiens français et les Amérindiens se battaient. Il a voulu les intégrer... dans l'armée régulière. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait à la bataille. Il a mélangé différents groupes. Au lieu de leur dire, OK, vous autres, vous vous battez comme ça, comment est-ce que je peux utiliser vos forces pendant la bataille? En plus, Montcalm, c'est qu'il était tellement pressé parce qu'il avait peur que les Anglais... Parce que Wolfe a utilisé une ruse. Il a commencé à faire... Ses soldats ont commencé à pelleter comme s'ils faisaient des tranchées, comme s'ils allaient s'installer. Parce que depuis le début, Wolfe, son but, c'est de faire sortir Montcalm de la ville. Et depuis le début, Montcalm, il sait qu'il ne peut pas faire ça parce qu'il va se mettre en désavantage. Les Britanniques trouvent la manière d'aller sur les plaines d'Abraham. Et là, Wolfe, il dit, on va faire semblant qu'on est en train de s'installer. Puis ça va faire sortir Montcalm. Puis c'est ça que ça a fait. C'est quand Montcalm a vu que les Britanniques commençaient à creuser des tranchées,
il s'est dit, je peux pas leur laisser le loisir de s'installer. Fait que venez, gang. Là, évidemment, je prends des raccourcis, je caricature. Mais venez-vous-en en gang, on sort, puis on va faire ça de même. Puis, ce qui veut dire qu'il y a même une partie de l'armée française qui n'a pas participé à la première bataille des Plaines d'Abraham. Parce que Montcalm n'a pas attendu qu'il arrive. Puis en plus, c'est que si tu mélanges des Canadiens français et des Amérindiens avec l'armée régulière, c'est que l'armée régulière ne peut plus manœuvrer. Parce que les autres ne connaissent pas les manœuvres de toute façon. Des manœuvres fantassins un peu plus, là, se cacher, puis... Tu sais, la manière dont tu te bats à l'européenne, ouais, encore une fois, je caricature. Okay, s'il y a des historiens à l'écoute, vous me lyncherez sur la place publique après. Mais c'est vraiment, tu t'avances en ordre, en discipline vers l'ennemi. Tandis que la manière canadienne-française a appris des Amérindiens, d'ailleurs, c'est la guerre de commando, c'est la guerre d'embuscade, c'est la guerre, si tu me tires dessus, moi, j'évite la balle, je me mets à terre. C'est pas vrai que je vais rester debout puis attendre de voir si la balle me frappe ou pas. Là. Donc, ça veut dire que quand les Britanniques me tirent dessus, si je suis Canadien-Français, moi, je me jette à plat ventre. Là. Je veux pas rester là, exposé. Fait que ton groupe d'armée française n'est pas compact non plus, puisqu'elle est dispersée à travers tous ces gens. Fait qu'il y a vraiment une erreur tactique qui a été faite. Enfin, c'est pas la seule, là, puis on pourra en parler pendant des heures. On pourrait, puis dans le fond, les Français, même leur première volée de feu a complètement pas fonctionné. Ils étaient un peu trop loin. Si t'as pas l'expérience, etc., puis tu te garoches à un moment donné, tu tires, là, mais t'as pas reçu l'ordre de tirer nécessairement. Puis les Anglais, je pense qu'au lieu de faire 2 ou 3 rangées, c'était étalé. Non, ils ont fait 2 rangées. Au lieu de faire les 3 rangées, tu sais, comme tu vois, le feu roulant, comme on appelle, tu sais, la première gang tire, la deuxième gang tire, puis pendant ce temps-là, la première ligne va en arrière, puis refait le plein. Réarme l'arme, là. Ce que Wolfe a fait, c'est qu'il a mis 2 lignes pour que tous les soldats puissent tirer en même temps, avec 2 balles dans chaque fusil. Ouch. Bon, là, tu prends des chances parce que tu as plus de chances que le mousquet t'éclate à la figure, puis tu réduis ta distance. Sauf qu'au moment de tirer, ça fait 2 trajectoires au lieu d'en avoir une, fait que tu as plus de chances de frapper quelque chose. En fait, si tu es capable de l'appliquer, parce qu'il faut que tu aies des soldats au nerf d'acier qui ne bougent pas, même si leur chum à côté vient de manger une balle en plein front puis qu'il s'effondre, toi, tu ne bouges pas puis t'attends l'ordre. Puis quand tu reçois l'ordre, là, tu tires. Fait que les Britanniques ont tiré tous en même temps. Ouais. Fait que, mettons, je me souviens plus combien ils étaient, mais mettons qu'ils sont 2000, puis tu as 2 balles dans chaque fusil, ça fait à peu près 4000 balles qui viennent vers toi, là. Fait que c'est sûr que tu vas frapper quelque chose. Ouais. Ça a décimé, ça a tout réglé le cas tout de suite là. Je pense que les Français ont vu. C'est parce que les Canadiens français puis les Amérindiens, eux autres, ils sont mis à plat ventre pour pas être frappés. Ouais. Fait que les autres sont restés debout, les balles sont passées. Fait qu'il y en a plusieurs qui tombent. Fait que si t'es un régulier français, ton cerveau te dit, quand t'as quelqu'un à terre, c'est qu'il est blessé ou qu'il est mort. Fait que t'as un gros paquet de personnes à terre. Fait que là, tu fais, OK, mon cerveau me dit, ils sont blessés ou sont morts. Je regarde qui reste debout. On n'est plus grand monde. Tu sais? Fait que là, panique. Montcalm perd le contrôle de son armée. Puis les gars, à un moment donné, à terre, ils sont relevés, les miliciens, puis ils ont commencé à tirer. Puis là, ils étaient à bonne distance. Mais tu sais, le mal était comme fait, là. C'est-à-dire que c'est la mauvaise organisation de base, à mon sens, qui fait que Montcalm va, comme dès le départ, perdre le contrôle de son armée. Tu sais, il ne faut pas oublier que du côté britannique, c'est comme des Marines, c'est comme les forces, c'est comme des bérets verts canadiens. T'avais des Allemands là-dedans, je pense. Possiblement, mais tu as surtout les Fraser Highlanders, qui sont comme des gars entraînés. T'en as là-dedans qui descendent de générations, des générations d'Highlanders qui sont mercenaires à travers l'Europe et tout ça. T'as une connaissance militaire absolument incroyable. Et t'as des gens avec des nerfs d'acier, là. Imagine-toi, t'es dans un rang, puis comme je disais tantôt, ton chum se fait tirer, puis toi, tu bouges pas, t'attends d'avoir l'ordre, là. C'est pas à la portée de tout le monde, là. Ouais. En vue de jaser, j'ai
je me souvenais d'un article que j'avais lu, puis je me souvenais pas les termes scientifiques qui expliquent cette étude-là. C'était je vais sortir mon papier pour être sûr. C'est la mythologie comparative, c'est de suivre peut-être les archétypes ou toutes les similarités dans toutes les différentes histoires de différentes cultures, puis de savoir d'où ça vient, ces histoires-là, les légendes, les mythes. Puis il y a vraiment moyen de dresser carrément un arbre généalogique de légendes et de mythes, puis de suivre ça jusqu'à aujourd'hui. Puis tout à fait. C'est fascinant, ça. C'est parce que si tu regardes, si tu prends... Les ethnologues, vous me tuerez si vous voulez, là. Mais ça peut être très plate, un livre bien fait par un ethnologue qui fait justement d'où ça vient, puis qui dit, tu sais, moi, j'ai pas poussé assez loin pour être capable de le faire, mais il y a des ethnologues qui écoutent un conte puis qui disent, ah oui, c'est telle histoire d'origine, de type 2, de type 3, je dis n'importe quoi, là. Mais tu sais, c'est de telle typologie, puis on a retracé à l'origine, puis il y a des contes similaires, des légendes similaires dans tel pays, etc. Il y a vraiment un travail de moine énorme qui a été fait par certains ethnologues. Et donc, tu peux savoir, comme par exemple... si je prends la chasse-galerie, c'est notre chasse-galerie québécoise qui a été faite par Honoré de Beaugrand. Mais la chasse-galerie, le fait de demander au diable de faire voler un objet qui ne vole pas, c'est vieux. C'est dans des contes européens, c'est 4 chevaux noirs qui tirent un carrosse, puis tu fais la petite formule, puis le carrosse, il s'envole. Donc, le concept de chasse-galerie est un concept très, très, très ancien qu'un romancier, à un moment donné, a adapté en prenant des paramètres québécois comme le canot, comme les bûcherons, etc. Et ça, les gens se sont appropriés cette histoire-là et c'est intégré maintenant dans notre folklore. Mais tu sais, à la base, l'idée même de chasse-galerie n'est pas une idée de par ici, c'est une idée qui existait déjà avant. Fait qu'à partir de là, tu peux faire des parallèles et dire, OK, dans tel pays, la chasse-galerie... voici sa version, dans tel pays, la voici, etc. Mais c'est pas notre chasse-galerie. Ce qui est fabuleux dans notre chasse-galerie, à mon avis, c'est qu'à partir d'un mythe commun très vieux, on en a fait une histoire très québécoise qui nous rappelle c'était quoi être bûcheron dans le Nord, qui nous rappelle que le canot d'écorce... que les Amérindiens nous ont montré comment ça fonctionnait, c'est notre moyen de transport principal. On va partout avec ça. Pas de rivière au Québec. On n'aurait pas pu se promener en canot d'écorce partout. Je me permets de vous couper. Je ne sais pas s'il y a un feu d'artifice ou quoi, mais ça fait pop-pop. Ouais. Y a-tu quelqu'un qui fait du popcorn dans quelque part? Je pense qu'ils sont en train de nous écouter. Puis... Ouais, je le vois passer dans... OK, il y a un voisin qui se fait un party, là. Je vois pas grand-chose. Selon moi, c'est peut-être qu'ils sont en train de reproduire la bataille des plaines d'Abraham. Ouais, c'est ça. les bruits qu'on entend. Non, mais c'est incroyable quand même de constater ça, que toutes d'où ça vient, les origines des mythes, puis de le voir dans la chasse-galerie. Puis, tu sais, on parle d'ethnologue et tout ça. Il y a Marius Barbeau qui a fait beaucoup de recherches aussi et tout ça. Puis, un livre assez épais, justement, sur... où il fait un parallèle entre les Wendat, dont les Hurons. Puis il y en a qui ont déménagé à un moment donné. Fait qu'il y a les Wyandotte, je pense, si ma mémoire est bonne. Les Wyandotte qui sont comme dans le Wisconsin et tout ça, mais ils sont parents. Et lui, il a fait vraiment une collecte des contes et tout ça. Puis il a dit, OK, telle personne âgée me l'a raconté comme ça, telle personne me l'a raconté comme ça. Puis il fait tout... c'est un bouquin énorme, là. Et des fois, tu as des pages et des pages, puis c'est la même histoire, mais racontée de façon différente par différentes personnes. Puis c'est assez fascinant à voir, là. Moi, comme conteur, c'est l'histoire, est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas? Oui. Est-ce que je l'adapte à ma manière? Oui ou non? Puis, tu sais, je m'embarque pas dans d'où ça vient, puis où ça va. Puis tu sais, c'est mais comme... à un certain niveau, c'est ça, l'importance du conte, puis de la survie du conte, puis c'est une richesse... Non, mais c'est sûr, mais c'est parce que c'est une vision du monde aussi, là. C'est parce que, surtout, si tu regardes les Amérindiens et tout ça, ont une conception du monde totalement différente de la nôtre, règle générale.
sais, par exemple, si tu prends les Inuits, ils ont un mot différent pour la qualité de la neige. C'est-à-dire, tu sais, souvent quand tu fais de la linguistique ou des choses comme ça, c'est que tu as une racine, puis à partir de cette racine, tu fais la déclinaison. Comme nous, par exemple, si un Martien qui débarque puis qui veut apprendre le français, il va apprendre que neige, c'est telle patente qui tombe du ciel. OK? Puis on va mettre un verbe après, la neige fond, etc. Tandis que pour les Inuits, la neige fond, c'est un mot. La neige qui tombe du ciel, c'est un mot. Fait que ça devient... Fait que t'as pas de racine. Fait que si t'es pas né Inuit, ben c'est un peu plus compliqué de parler de la neige. T'sais, de la manière dont nous, on la conçoit. Ça, je veux pas... j'ai l'impression que ça, c'est dû au mouvement des tribus puis des gens qui sont arrivés dans les Amériques puis probablement qui ont amené ces racines asiatiques-là de dialectes, probablement. C'est que un symbole voulait dire... Je m'avance, là, je sais pas si c'est ça. Ils ont fait une étude de génétique en 2008 à l'Université du Michigan pour essayer de voir, parce qu'un des arguments pourquoi certains anthropologues pensent qu'ils ne sont pas tous venus du même bout, c'est que si tu prends un Amérindien du Nord et que tu vas à l'extrême sud, tu les mets un à côté de l'autre puis ils ne se ressemblent pas du tout. Alors, à l'Université du Michigan, en 2008, ils ont fait une étude où ils ont regardé un paquet de marqueurs génétiques. Puis, en fait, il y a plus de choses pareilles entre ces gens-là que de choses différentes, ce qui remet au goût du jour la théorie qui est encore celle qu'en général, on conserve, que les gens sont passés par le détroit de Bering lors de la dernière glaciation, quand les océans étaient plus bas puis que les animaux ont décidé de passer. Je sais pas comment finir notre discussion, mais honnêtement, on a beaucoup jasé. On n'a même pas fait le tour de ce qu'on s'était probablement ciblé. On a peut-être visité la moitié des choses qu'on avait parlé, mais c'est pas grave. On pourrait peut-être se reprendre. Honnêtement, j'ai vraiment apprécié de jaser. Bernard, sérieux, là. Donc, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais promouvoir? T'as parlé beaucoup de ton entourage, de l'univers des contes. Est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment qui se passe que tu voudrais promouvoir ou est-ce que... j'ai pas fait de recherche avant de venir pour voir quel festival avait lieu maintenant, etc. Mais ce que je dirais aux gens, là, si vous aimez les histoires et tout ça, gardez les yeux ouverts, les oreilles tendues, puis regardez autour de vous, parce qu'il y a plein de beaux festivals partout au Québec. Et soyez aux aguets aussi, peut-être aller écouter des conteurs autour de vous, puis surtout, si vous n'avez pas aimé votre soirée de conte à un moment donné, dites-vous que c'est peut-être parce que la personne ne vous a pas rejoint. C'est peut-être même pas une question de cette personne-là est bonne ou pas, c'est que ces histoires ne vous ont pas rejoint. Prenez le parallèle que j'utilisais tantôt avec un chansonnier. C'est pas tout le monde qui aime Céline Dion, mais ça n'empêche pas que c'est une grande star pareille, tu sais. Fait que dites-vous que c'est pas le conte que vous avez pas aimé, c'est cette soirée-là que vous avez pas aimé. Et la prochaine fois, retournez voir un autre conteur. Puis il y a peut-être un jour, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire vibrer, puis qui va faire « OK, toi, j'aime la manière dont tu comptes. » Puis à quel endroit est-ce qu'on peut voir quelque chose que tu as fait sur le web? Est-ce que tu as un site web? Oui, si vous allez voir, quelque chose de... j'ai pas de site web moi-même. Comme je disais tantôt, je fais pas tellement ma promotion, puis je m'investis pas trop là-dedans. C'est vraiment du bouche à oreille, puis des contacts qui font que j'ai des contrats à gauche et à droite, là. Mais si vous allez voir les contrées de Charlevoix, les contrées de Charlevoix, c'est vraiment un beau festival. C'est pas très gros. Et allez voir là-dessus, puis j'ai participé 2-3 fois, allez voir là-dessus. Un autre super festival à Lévis, manquez pas ça la prochaine fois qu'il passe, c'est le festival Joe Violon. Joe Violon, c'est un des personnages de Louis Fréchette. Une partie du festival se déroule dans l'ancienne maison de Louis Fréchette à Lévis. Ceux qui connaissent la piste cyclable, puis je pense que c'est la rue Saint-Laurent qui passe là, allez-y. D'ailleurs, la Maison de la littérature fait de plus en plus de choses avec les amis imaginaires aussi. Si vous voulez vous initier au conte, allez voir à la Maison de la littérature. C'est vraiment le fun. Fait que il se passe de quoi à Québec, mais allez voir. Donc, vous avez aussi le festival de contes et menteries de Beaumont-Saint-Michel. Je pense que c'est le festival du littoral qui d'ailleurs devrait, si c'est pas passé, ça va être bientôt. Fait que vous avez vraiment plusieurs événements dans la région de Québec. Soyez juste aux aguets.
Puis vous allez voir, on a des bien bons compteurs dans le coin. Merci beaucoup, Bernard. Ça me fait bien plaisir. Merci beaucoup d'être passé au podcast. Puis on se reprend. En tout cas, moi, j'aimerais bien gros que tu repasses. J'aimerais qu'on peut recommencer à jaser d'histoire. Ouais, on parlera d'immigration à un moment donné, si ça te tente. Oui, c'est ça. Tu m'avais mentionné. Il y a des choses là-dessus qu'on n'a pas... merci beaucoup, Bernard. Ça me fait bien plaisir. Ça me fait bien plaisir. Bonne continuation, comme disent nos cousins français. Merci, à une prochaine fois. Salut, à une prochaine fois. Merci Eric.